Jean-Robert Pitt, je suis très heureux de vous rencontrer après avoir lu le livre qui me vaut le plaisir de cette rencontre, qui est L'incroyable histoire de la géographie, 200 ans d'exploration du monde. Il s'agit d'une coédition Les Arènes BD et de la Société de géographie dont vous célébrez avec ce livre aussi le bicentenaire. Alors, première question au géographe éminent, à l'académicien que vous êtes. Première question peut-être, qui est celle d'ailleurs par laquelle vous ouvrez votre prologue, qui est l'étymologie du mot géographie. Quelle est la différence qu'il y a, selon vous, dans la manière de traiter la géographie entre l'étymologie latine, qui est le dessin de la Terre, et l'étymologie grecque, qui est la description de la Terre? Je ne vois pas de contradiction. Hein. Le graphé en grec, c'est écrire, mais écrire et décrire vont ensemble, parce que à partir du moment où vous voulez rendre compte d'une réalité aussi complexe que la surface de notre planète, il y a des aspects totalement objectifs, des hauteurs d'altitude, des couleurs, etc. Puis il y a des aspects beaucoup plus subjectifs, complexes, nuancés. Et donc, écrire, décrire et comprendre aussi, j'ajouterais comprendre, parce que ce n'est pas le tout de dire telle montagne est ici, telle densité de population est là, telle ville est là, tel canal ou telle rivière est là, ou telle industrie. Mais après, il faut savoir, et c'est le métier du géographe, c'est comprendre pourquoi c'est ici et pas à côté. Le seul but de la géographie, il est là. Et pourquoi telle frontière s'inscrit dans l'espace. Pourquoi d'un côté c'est blanc, de l'autre côté c'est noir. Pourquoi c'est très peuplé, pourquoi c'est vide ici, pourquoi c'est urbain, pourquoi c'est rural, pourquoi c'est sec, pourquoi c'est humide. Donc toutes ces frontières qui font la chair de la réalité terrestre et que nous décrivons, nous géographes, et qu'on écrit en particulier le moyen privilégié d'écriture de la réalité terrestre, c'est la carte. Le géographe s'exprime par des cartes. Mais la carte n'est qu'une première approche. Après la carte, il faut comprendre. Quand vous avez cartographié le phénomène, dans ma vie de chercheur, j'ai cartographié beaucoup de phénomènes très variés. Après, c'est là où on entre en géographie, parce qu'on se dit, tiens, pourquoi c'est là et pas à côté? Pourquoi c'est comme ça et pas autrement? Ce que fait l'historien avec le temps, les événements dans le temps, pourquoi éclate cette guerre, pourquoi tel pays devient colonie de tel autre, etc. Donc, il y a toujours le pourquoi. Dès qu'on fait de la science, c'est pourquoi. Mais avant de se poser intelligemment la question pourquoi, il faut situer la réalité, poser les choses, et nous fabriquons des cartes, et après, on entre en géographie. Alors, votre livre qui est formidable, une formidable entrée dans l'histoire de la géographie, est aussi un livre d'histoire. Alors, vous distinguez, vous avez partagé le livre entre un prologue et puis trois temps différents sur lesquels on va revenir. Le prologue débute avec l'expédition d'Égypte. Ma question porterait sur l'importance, dans votre livre évidemment, du rôle de la France dans la construction de la science géographique en quelque sorte et de la curiosité géographique, mais aussi vous indiquez à un moment donné qu'il y a une prépondérance des puissances européennes dans l'exploration du monde. Pourquoi ne trouve-t-on pas de grands explorateurs chinois ou sud-américains ou américains? Qu'est-ce qui explique que ce soit la France, le Portugal, l'Espagne qui aient été aspirés par la soif de connaissance? Dans l'histoire de la science géographique, les les premiers géographes sont des Grecs, sont des Perses, sont des Romains, puis après sont des Arabes, puis après, ou en même temps, sont des Chinois, parce qu'il y a une époque où les Chinois ont navigué, où les Chinois ont décrit le monde, ont fabriqué des cartes, ont décrit des contrées extérieures à la Chine, ou décrit l'intérieur de la Chine, qui était déjà suffisamment vaste, et ont modelé aussi la géographie de la Chine. La Grande Muraille est un fait géographique. N'oubliez pas que c'est la seule œuvre humaine qu'on puisse voir depuis la Lune. Donc, ils ont aussi fabriqué de la géographie, si je puis dire, fabriqué non pas de la science, mais modelé le territoire. Et puis, c'est pas le hasard, hein, il y a plein de raisons à ça, mais c'est peut-être pas le lieu où on n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Les latins méditerranéens, qui sont les Italiens, qui sont les Espagnols, qui sont les Portugais, qui sont les Français, décident de partir à la conquête du monde. Alors, il y a plein de raisons à ça. La raison, c'est qu'ils ont une curiosité profonde en eux,
Et donc, il faut connaître le monde. Puis après, il faut transmettre les valeurs de l'Occident, qui sont le christianisme. D'abord, il faut les convertir. S'il y a des gens qui habitent ailleurs, eh bien, on ne peut pas les laisser dans l'ignorance du salut, dans l'ignorance de la venue du Christ sur terre. Donc, on part. C'est ça quand même le but de Christophe Colomb. Bon, aujourd'hui, on habille toute cette période des grandes découvertes uniquement de motifs matérialistes, c'est-à-dire on va chercher des richesses, des colonies, on va chercher de l'or, on va chercher des esclaves, bon, ce qui n'est pas faux. Mais la première raison, elle est d'abord culturelle. C'est ce qui motive les gens, c'est pas d'abord uniquement le portefeuille. Ça dure pas longtemps. Il faut avoir un vrai projet culturel derrière. Et je pense que les grandes découvertes, c'est ça. C'est d'abord l'immense curiosité vis-à-vis du monde inconnu. Et donc, les Français ont joué tout leur rôle, mais comme d'autres pays d'Europe, y compris les Anglais, bien entendu, aussi. Et puis, arrive, comme vous l'évoquez, XVIIIe siècle, au cours duquel donc, tous les souverains d'Europe, les Français en particulier, se passionnent pour la science géographique. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, les trois derniers rois Bourbons, sont des fous de géographie. Ils ont des collections de cartes, ils font établir des cartes, ils financent des explorations, comme celle, bien entendu, de Bougainville ou de la Pérouse. La Pérouse, oui. Ou la Pérouse, bien sûr. On dit c'est faux, mais c'est tellement joli que prenons cette histoire pour vrai que Louis XVI, montant à l'échafaud le jour de sa mort, dit, dernière phrase, a-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse? Parce que en fait, il est mort déjà depuis quelques années, mais on ne le sait pas encore. C'est pas vrai. Mais ça montre, cette histoire montre l'intérêt puissant de toute l'élite européenne pour la science géographique. N'oubliez pas qu'au même moment, en Prusse, il y a un savant immense d'origine française par sa mère qui s'appelle Alexandre de Humboldt. Et Alexandre de Humboldt part à la découverte de l'Amérique du Sud et se lance dans des expéditions d'une audace incroyable pour décrire ce qui est aujourd'hui le Venezuela, la Colombie, l'Amazonie, le Brésil. Et c'est extraordinaire. Il sera d'ailleurs un des fondateurs de la Société de géographie, il deviendra président en 1840. Donc il y a un bouillonnement de passion pour la science géographique et pour les cartes et pour la connaissance du monde, parce que les gens sont angoissés, ça vient aussi de l'esprit des Lumières, angoissés par le blanc des cartes. Vous n'imaginez pas ce que c'est, vous ouvrez un atlas et au milieu de l'Afrique, c'est tout blanc. Au milieu de l'Amérique, c'est tout blanc. Au milieu de l'Asie, c'est tout blanc. Donc tout le monde, y compris d'ailleurs des Européens un peu éloignés de l'Occident, comme les Russes, déjà l'Empire russe est gigantesque, mais on ne sait pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Les tsars ne savent pas. Et donc ils financent des expositions. Et la Société de géographie de Saint-Pétersbourg, notre sœur, a joué un très grand rôle dans la recherche de la connaissance de l'immense empire russe. Et aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que le président de la Société de géographie, mon homologue russe, s'appelle tout simplement Vladimir Poutine, et que son président exécutif, qui est lui plus aux manettes, lui ne vient qu'une fois par an, c'est M. Shoigu, qui est le ministre de la Défense de la Russie. Aujourd'hui, donc, le lien entre la science géographique et le gouvernement du monde, l'autorité, la politique est très très fort. D'ailleurs, vous citez une citation de Napoléon, qui a été quand même le grand instigateur de cette Société française de géographie, qui écrit « Tout État fait la politique de sa géographie ». C'est un aphorisme, je veux dire, vraiment tout est dit en quelques mots. Je ne partage pas totalement. Alors dites-moi. Non, mais pardon de contredire le grand empereur, mais ça donne l'impression qu'il n'y a pas de liberté humaine, que l'homme ne peut qu'obéir à la nature et à l'environnement, ce qui est faux. Si Napoléon a perdu la campagne de Russie, c'est parce qu'il avait de mauvaises chaussures pour ses troupes. Si c'était mieux équipé, s'il leur avait acheté des manteaux de fourrure et des bonnes chaussures en cuir bien isolées, la France aurait gagné la campagne de Russie. Mais là, avec des chaussures en carton qui ont fait la fortune d'un fournisseur de la Grande Armée et des équipements très, très, très mal conçus pour le froid de l'hiver, effectivement, le général Hiver a vaincu. Mais c'est de la faute de Napoléon. C'est pas de la faute du général Hiver. Le général Hiver, on sait le vaincre parfaitement. La preuve, c'est que les armées russes, elles, ont gagné. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de fatalité. Et ça, c'est une des grandes leçons de la géographie française par rapport à la géographie allemande des origines au XIXe siècle. Il n'y a pas de déterminisme géographique, c'est-à-dire un milieu donné
n'entraîne pas nécessairement un type de mise en valeur. Je vais prendre un exemple, si vous me permettez. Les zones équatoriales ont mauvaise image. Oh là là, elles sont malsaines, elles sont trop chaudes, trop humides, etc. On ne peut rien faire. Alors effectivement, vous avez la cuvette mongolaise, où vous avez l'Amazonie, qui sont des zones très mal mises en valeur, très peu mises en valeur, et quand on les met en valeur, souvent c'est un peu de manière idiote, on enlève la forêt sans rien mettre à la place. Déforester n'a rien de mauvais pour moi, ça dépend ce qu'on fait à la place. Si c'est pour faire une agriculture intelligente, c'est formidable. Alors, en revanche, sous l'équateur, vous avez aussi Singapour, vous avez le sud de l'Inde, avec une ville comme Bangalore, qui est un des pôles mondiaux de l'innovation en matière de techniques de télécommunication, enfin informatique. Donc, il n'y a pas de fatalité. L'Équateur, c'est comme le pôle. Dans les régions polaires, vous avez des villes comme Oslo ou comme Copenhague. Et puis, vous avez aussi des zones extrêmement défavorisées qu'on voit au nord de la Russie, avec des villes comme Irkoutsk, où il est très difficile de vivre aujourd'hui. Moi, je fréquente beaucoup le Japon quand je vais à Hokkaido, qui est une sorte de Sibérie japonaise. Hokkaido, c'est le paradis sur Terre. Vous pouvez imaginer le bonheur de vivre à Hokkaido, que ce soit en hiver, en été, en toute saison. Et avec un dynamisme, une énergie incroyable. Et donc, le fait qu'il y ait 5 mètres de neige en hiver, ça n'a strictement aucune importance. Si, c'est important, mais on a trouvé les moyens techniques de vivre correctement dans un milieu que je ne dirais pas difficile, un milieu donné, mais l'humanité est assez intelligente pour trouver le moyen de s'adapter à tout. Alors, on va quand même réaborder la géopolitique, c'est-à-dire le lien entre la géographie et la politique, avec les différents temps que vous avez, par lesquels vous avez divisé votre ouvrage, le temps des explorateurs, celui des diplomates et celui des universitaires. Alors, le temps des explorateurs, tout d'abord, s'achève en 1885. 1885, c'est l'année de la conférence de Berlin, qui d'une certaine manière imprime la géographie sur la réalité géographique d'un continent. Oui, ben, la géographie, en dehors de son but scientifique, de décrire le monde, de l'écrire, etc., évidemment, a différents usages. Et l'un des usages, c'est la géopolitique. Et notre société de géographie a joué un certain rôle, en particulier donc accompagnant les explorations et la colonisation aussi. Je pense à un des grands membres de la Société de géographie dont nous avons hérité un certain nombre de documents, c'est Savoignan de Brazza. Savoignan de Brazza, c'est l'homme du Congo-Brazzaville, qui est d'ailleurs vénéré au Congo-Brazzaville, qui est à la fois un géographe, un militaire, un conquérant, un colonisateur, un aménageur et un apporteur, si je puis dire, d'un certain nombre de techniques qui améliorent la vie de l'homme sur Terre dans le domaine de la santé, de l'éducation, des transports, de l'économie. Donc c'est tout ça. Et pour moi, Savoignan est un géographe complet, qui lui aussi a essayé de transformer la géographie du monde, de transformer la géographie du monde dont il était chargé au Congo. Et ce qui me plaît dans cette période très où les études post-coloniales sont très à la mode, c'est de savoir que à Brazzaville, eh bien, Savoignan de Brazza est vénéré. Son tombeau est un mausolée au milieu de la ville et personne ne pense que ça a été un vilain colonisateur, même si ça a été un colonisateur, certes, mais pas un vilain colonisateur. Donc, je pense que je refuse absolument de créer un lien négatif entre géographie, société de géographie et colonisation. Je ne suis pas un défenseur à tout craint de la colonisation, mais faisons le bilan en regardant ce qu'étaient ces pays d'Afrique, en particulier à cette époque. Et là, il suffit de lire nos grands ancêtres, de voir ce qu'ils ont écrit sur ce qu'était l'état de l'Afrique en 1860-70. Quand même, quand on appelle Brazzaville, c'est parce que Brazza, c'est parce que il y a aussi des réductions en esclavage, des guerres fratricides entre peuples africains, un esclavage intra-africain qui est effroyable, du cannibalisme, et oui, il faut le dire. Donc tout ça, il faut le regarder en face, il faut l'étudier avec nuance, et surtout ne pas porter un regard d'aujourd'hui, c'est l'anachronisme, c'est l'absurdité pour un historien, mais pour un géographe aussi, ne pas porter un regard d'aujourd'hui sur des réalités du passé.
Alors, si vous voulez bien, passons au deuxième temps, qui est le temps des diplomates, qui va de 1875, 1875 à 1945. Et là, ce que j'ai retenu pour l'évoquer avec vous, parce qu'on ne pourra pas évoquer l'ensemble de tout le contenu du livre, ce que j'ai retenu pour l'évoquer avec vous, c'est qu'on est à la fin du temps des grands explorateurs, mais que malgré tout, on pourrait dire que de grands aventuriers et de grandes aventures se lancent quand même, notamment les expéditions, les explorations privées, comme celle de Citroën à travers l'Asie, à travers l'Afrique, avec la croisière jaune et la croisière noire, ou alors la traversée de Lindbergh, ou alors d'autres encore que vous évoquez. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que la géographie est aussi une affaire d'hommes individuels, ou de femmes d'ailleurs, Oui, individuelles. oui, oui, mais qui d'ailleurs tous, même si c'est eux qui financent, et que ce n'est pas à l'initiative de la société, qui sont membres de la société de géographie. Donc vous avez parlé de Citroën, Audouin Dubreuil, qui est l'organisateur des croisières noires et croisières jaunes, et sa fille fait partie de notre conseil d'administration. Et c'est un grand plaisir quand on l'entend évoquer les aventures de son père, qu'elle a entendu quand elle était petite. Mais on a aussi des gens auxquels on ne pense pas assez, qui sont des membres éminents de la société, très attachés à la société de géographie. C'est Jules Verne, Oui. c'est Élisée Reclus. Alors Jules Verne du côté du roman, Élisée Reclus du côté de la description, la géographie universelle, qui a vécu en Belgique d'ailleurs, comme vous savez, et ces gens font partie de l'aventure géographique, de l'aventure d'une meilleure connaissance du monde, parce que pour mieux habiter la planète, il faut la connaître son fonctionnement. Donc tous ces gens-là ont joué un rôle majeur dans cette meilleure connaissance du monde. Alors pour le troisième temps, le temps des universitaires, j'aimerais qu'on évoque un peu, mais vous l'avez déjà esquissé, qu'on évoque un peu la littérature, parce qu'il y a un passage de ce chapitre-là qui concerne la manière dont les écrivains, les romanciers ont pris en charge finalement une partie de la description esthétique, je dirais, des lieux comme, vous citez Balzac, Maupassant, mais aussi Julien Gracq, qui est quand même une sorte de synthèse de ce que la géographie, la littérature et l'esthétique peuvent engendrer lorsqu'ils sont mêlés. Julien Gracq cumule toutes les qualités, puisqu'il est à la fois agrégé de géographie, des très bons géographes, professeur jusqu'à sa retraite dans un lycée, et tous ceux qui l'ont eu comme professeur disent que c'était un professeur éblouissant, mais en même temps écrivain et surtout, je dirais, parce que nous en avons besoin aujourd'hui, poète. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la réalité géographique qui compte, c'est aussi sa représentation et en quoi elle fait rêver. Et Julien Gracq a été merveilleux de ce point de vue-là. Mais en fait, il se place dans une lignée qui part de, si on prend l'histoire de la société de géographie, un de nos fondateurs est Chateaubriand. Par exemple, Chateaubriand a aimé décrire le monde. Il a voyagé en Amérique jusqu'à Jérusalem, etc. Et il a décrit avec passion ce qu'il voyait. En plus, il était un des premiers à aimer la mer. Très peu de gens aimaient la mer à son époque en France. Hein. La mer faisait peur. Mais Chateaubriand, étant né tout près de la mer, avait une passion pour la mer. Et puis, ça va aujourd'hui jusqu'à. Alors, on a parlé de Jules Verne, mais ça va aujourd'hui jusqu'à des écrivains à qui nous avons donné le Grand Prix de la Société de géographie parce que nous estimons que ce sont de grands géographes qui ne le savent pas toujours. C'est Éric Orsena l'année dernière, c'est Jean-Christophe Ruffin, c'est Jean-Paul Sylvain Tesson. Sylvain Tesson est géographe. Lui, il a fait des études de Ah oui, géographie. là, pardon, oui. Ouais. Mais c'est aussi Jean-Paul Kaufmann qui était tout surpris de recevoir le Grand Prix et pourtant dont nous estimons que c'est un très grand géographe parce qu'il sait traduire par son style, sa poésie, les atmosphères des lieux dans lesquels il a vécu, qui sont souvent des atmosphères de zones un peu confinées, comme les églises fermées de Venise, la Marne, etc., mais qui est un immense poète et qui est profondément géographe. Il y a une très... Pardon, excusez-moi. Nous avons aussi des journalistes qui servent beaucoup, beaucoup la géographie. Et je pense à l'un d'entre eux qui va nous aider beaucoup pour le bicentenaire. Je ne sais pas s'il est très connu en Belgique, qui s'appelle Jamie Gourmaud et qui a une émission de vulgarisation scientifique et qui sait rendre passionnante tous les sujets scientifiques, en particulier les sujets géographiques. Il y avait hier à la télévision française une émission sur les grandes crues des rivières. On a eu des inondations catastrophiques qui étaient passionnantes parce qu'elles n'étaient pas anxiogènes. Il disait, bon, voilà ce qui s'est passé, c'est dramatique, il y a eu tant de morts, etc. Mais voilà pourquoi c'est arrivé et voilà ce qu'on peut faire pour empêcher que ça se produise de nouveau. Et c'est ça
sert la géographie aussi, c'est à rendre la planète mieux habitable, plus aimable, et que l'on ait envie de vivre sur Terre, mais en se prenant en main avec responsabilité pour empêcher justement que le ciel nous tombe sur la tête. La poésie et la littérature permettent aussi de rendre la géographie elle-même plus aimable. Et là, je pense à cette belle citation de Éric Orsena qui dit « Le vin est de la géographie liquide ». Je trouve que là, c'est merveilleux. Éric dit que c'est moi qui lui ai soufflé cette phrase, ça n'est pas vrai du tout. Je lui ai dit plusieurs fois, c'est vraiment de lui. Et c'est vrai que le bon vin, quand vous buvez un bon vin, même à l'aveugle, et que vous dites « Ah, celui-là, il vient de tel endroit et de tel millésime, et c'est ce vigneron qui l'a produit », là, vous êtes noyé, pas noyé, vous êtes imbibé, vous êtes imprégné. Voilà, imbibé, ça parle. Oui. Imprégné de vraie géographie. Alors peut-être pour clôturer cet entretien, à nouveau, il faut lire le livre. Il y a chaque chapitre, on peut entrer, chaque personnage est singulièrement mis en évidence par le dessin, et c'est là où je voulais en venir. Le fait pour vous, scientifiques, sommités en matière de géographie, académicien, le fait de passer à un mode de communication qui est celui de la bande dessinée, avec cette particularité-là de la bande dessinée qui n'a pas peur de l'humour, qui n'a pas peur de déstabiliser un peu la rigueur scientifique. Qu'est-ce que cela vous apprend? Qu'est-ce que cela vous a appris? Écoutez, c'est une proposition malhonnête qu'on m'a faite. J'ai finalement accepté et je m'en réjouis. J'ai bien fait de l'accepter parce que, comme vous l'avez rappelé, la géographie scolaire n'a pas forcément une très, très, très bonne image. Auprès du grand public, pas forcément non plus. Donc, je me suis dit, et je m'aperçois que j'ai eu raison, que de passer par l'aide d'un très bon journaliste touche-à-tout, comme ça a été dit par Philippe Bercovici, Benoît Simat, et par l'aide d'un dessinateur éclairé et inspiré comme Philippe Bercovici, à trois, alors que c'était la période du confinement, qu'on ne s'est pas beaucoup rencontrés pendant cette période, mais heureusement, il y a Internet, ça permet de communiquer. On a pu faire quelque chose dont moi, en tout cas en tant qu'universitaire et président de la Société de géographie, je me dis, évidemment, tout seul, je n'aurais pas pu le faire, et c'est une collaboration formidable. J'ajoute qu'il y avait peut-être un éditeur aussi derrière qui a eu l'audace de se dire, bon, allez, on va faire un livre sur la géographie. Non, il est à côté de moi, alors je suis obligé de le dire. Et alors, est-ce qu'il y a, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'il y a, parce que vous n'y avez pas répondu, est-ce qu'il y a des éléments que, après les avoir vus dessinés par Philippe Bercovici et scénarisés par Benoît Simac, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous vous dites, tiens, je n'ai pas prêté assez attention à ce point de vue-là sur cet événement-là? Oui, sûrement. Il y a vous voyez, ça m'est arrivé d'enseigner sur l'histoire de la géographie. J'avais sans doute pas assez insisté sur Napoléon, qui n'a pas créé la société puisqu'il est mort quelques mois avant la création de la société, mais il avait ce projet de le faire. Et je pense réellement que l'expédition d'Égypte a été un événement majeur dans l'histoire scientifique française, européenne et mondiale, et en particulier dans l'histoire de la géographie. Donc il y a d'autres personnages auxquels j'avais peut-être pas assez prêté attention. Je suis allé, j'ai voyagé avec Mallory, mais là il se trouve que comme c'est un personnage sur lequel il y a beaucoup à dire et à dessiner, on le met bien en valeur dans ce livre et je me dis, finalement, je l'ai peut-être mal jugé. Moi, j'étais sur l'idée qu'il était devenu trop ethnologue et pas assez géographe. Et en fait, il est géographe de formation et tout en devenant un grand ethnologue, il est aussi un grand géographe. Donc, il y a plein d'autres personnages, puis il y en a qu'on a oubliés. Et voilà, c'est comme ça, c'est un livre qui ne fait que 200 pages, c'est rien du tout. Rien du tout. Oui, en tout cas, Jean-Robert Pitt, je vous remercie infiniment pour cet entretien et je rappelle le titre, L'incroyable histoire de la géographie, 200 ans d'exploration du monde, Paris aux arènes. Et c'est un vrai bonheur de lire, et je le disais à Philippe Bercovici, on retrouve pour les personnes de ma génération l'enchantement que l'on a eu à lire certaines histoires et certaines géographies qui étaient dessinées dans le cadre des histoires de l'oncle Paul, qui sont une sorte d'initiation. Que j'ai lu moi aussi quand j'étais petit. Voilà. Et donc, mais on a lu, j'ai lu Tintin. Moi, j'ai aimé la géographie aussi grâce à Tintin. Eh bien, voilà. Donc, voilà. Merci infiniment. Très bien. Merci à vous. Merci à vous.